Mon père m'a traîné hors de la maison par les cheveux parce que je refusais d'élever son nouveau bébé. Mais ce qui s'est passé ensuite lui a fait tout regretter. Lâche-moi. Tu me fais mal. J'ai crié alors que ses doigts s'enfonçaient plus profondément dans mes cheveux, tirant si fort que j'ai cru qu'il allait me les arracher du crâne. Espèce de petite peste ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Sa poigne s'est resserrée, me traînant sur le parquet de notre salon comme si je n'étais rien de plus qu'une poupée de chiffon. Papa, s'il te plaît. J'ai dit, je ne peux pas, les mots sont sortis, brisés, désespérés. Tu feras ce que je dis. C'est ma maison, a-t-il hurlé. La porte d'entrée s'est ouverte avec une telle force qu'elle a fait trembler les fenêtres. L'air de décembre m'a frappé le visage comme une gifle alors que je me sentais tirer le long des marches en briques de notre Porsche, mes genoux raclant contre le béton. Mon père venait de me traîner hors de notre maison par les cheveux pour avoir dit non à l'idée d'élever son nouveau-né. Bonjour, je m'appelle Cathy et voici l'histoire de comment une terrible nuit a tout changé, mais pas de la manière dont mon père s'y attendait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, laissez-moi vous ramener 3 mois en arrière, là où ce cauchemar a commencé. J'avais 24 ans, fraîchement diplômée de l'école d'infirmière, vivant chez mes parents dans notre maison de la banlieue de Chicago tout en économisant pour avoir mon propre appartement. Ma relation avec mon père, Richard, avait toujours été comme marcher sur des œufs. Maman était partie quand j'avais 16 ans, elle ne supportait plus son besoin de tout contrôler, avait-elle dit. J'étais restée parce que quelqu'un devait s'occuper de mon jeune frère, Caleb, qui n'avait que 11 ans à l'époque. Maintenant, il avait 19 ans et s'apprêtait à commencer sa 2e année à l'université Northwestern. Cathy, il faut qu'on parle, a annoncé papa un mardi soir, en posant sa Budweiser avec ce regard qui signifiait qu'il avait déjà pris sa décision sur ce qu'il allait me balancer. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, en remuant la sauce spaghetti que je préparais pour le dîner. Comme d'habitude. Vanessa est enceinte. J'ai failli laisser tomber la cuillère en bois. Vanessa était sa petite amie depuis 7 mois, âgée de 27 ans, seulement 3 ans de plus que moi. Ils s'étaient rencontrés dans son entreprise de construction où elle travaillait à la comptabilité. Oh, félicitations. Je suppose, ai-je réussi à dire. On se marie le mois prochain. Une petite cérémonie à la mairie. Et quand le bébé arrivera, tu aideras à t'en occuper pendant qu'elle retournera au travail. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Attends, quoi? Je me suis retournée pour lui faire face complètement. Papa, je viens d'être embauchée au Northwestern Memorial. Je fais des gardes de 12 heures. Je ne peux pas simplement. Tu peux et tu le feras. Il m'a coupé. Sa mâchoire se crispant de cette manière dangereuse que j'avais appris à craindre depuis l'enfance. Dans la famille, on s'entraide, Cathy. Mais je commence ma carrière. J'ai travaillé si dur pour ce diplôme d'infirmière, j'ai contracté des prêts étudiants. La discussion est close. Et c'est ainsi que ma vie a été décidée à ma place. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les semaines suivantes se sont enchaînées dans un flou tandis que Richard et Vanessa planifiaient leur mariage rapide. Elle a emménagé immédiatement, transformant notre maison tranquille en sa retraite de bien-être personnel avec des tapis de yoga, des diffuseurs d'huiles essentielles et des coussins de méditation partout. Ne vous méprenez pas, Vanessa semblait assez gentille en surface, mais il y avait quelque chose de calculateur dans la façon dont elle me regardait, comme si elle évaluait exactement à quel point je lui serais utile en tant que service de garde d'enfants personnels. Ton père dit que tu es incroyable avec les enfants, a mentionné Vanessa un matin, en se frottant le ventre qui grossissait tout en sirotant son thé vert. C'est tellement parfait. Je prévois de retourner à mon travail de comptable juste après la naissance du bébé. Je ne peux pas perdre mon poste, tu sais. Je travaille à l'hôpital, lui ai-je rappelé fermement. À plein temps, parfois avec des heures supplémentaires. Elle a agité sa main manucurée d'un air dédaigneux. Oh, tu peux ajuster ton emploi du temps. Richard a dit que tu le ferais. Ma meilleure amie, Taylor, que je connaissais depuis le lycée, était furieuse quand je lui ai raconté lors de notre café du samedi chez Starbucks. Tu te fiches de moi? Ils s'attendent à ce que tu sois leur nounou gratuite? La voix de Taylor s'est élevée au point que d'autres clients ont jeté un coup d'œil dans notre direction. Papa dit que c'est juste temporaire, ai-je dit faiblement, en remuant mon café au lait. Cathy, tu sais bien qu'une fois que tu auras commencé, ils ne te laisseront jamais arrêter. Taylor s'est penchée sur notre table. Tu dois t'affirmer. C'est ta vie, pas la leur.
Mon frère Caleb était tout aussi inquiet quand je lui en ai parlé plus tard cette semaine-là. Nous étions dans sa chambre où il faisait ses valises pour retourner à Northwestern. Sœurette, c'est complètement abusé. Ce n'est pas toi qui as mis Vanessa enceinte, a-t-il dit en pliant son maillot des Chicago Bears. Je sais, mais papa est. Eh bien, papa. Le visage de Caleb s'est assombri de souvenirs. Tu te souviens quand il t'a fait quitter l'équipe de débat pour cuisiner et faire le ménage après le départ de maman? Tu avais une chance d'obtenir cette bourse pour Northwestern. Le souvenir piquait comme une vieille blessure qui n'avait jamais complètement guéri. J'avais déjà abandonné tellement de choses. Mon adolescence, ma vie sociale, mes rêves. Combien de plus devais-je sacrifier? À l'approche de la date d'accouchement de Vanessa, la pression s'est intensifiée comme un étau qui se resserrait lentement. Papa a commencé à laisser des brochures sur les horaires de travail favorables à la famille sur ma commode. Vanessa a commencé à aménager la chambre de bébé dans la pièce à côté de la mienne, mentionnant constamment à quel point ce serait pratique pour les tétés de minuit. Je peux entendre le bébé depuis ma chambre, disait-elle avec une fausse douceur. Donc, si elle pleure la nuit, tu le sauras tout de suite. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lors d'un dîner de famille à Olive Garden. Si on peut appeler ça comme ça, avec une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Je ne suis pas la mère, ai-je finalement dit, en posant ma fourchette avec plus de force que nécessaire. Les couverts de papa ont cliqueté sur son assiette. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je ne suis pas la mère. C'est votre bébé à toi et à Vanessa. Je serai la sœur, la tante, mais je ne vais pas abandonner ma carrière d'infirmière pour élever votre enfant. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés de douleur théâtrale. Nous ne te demandons pas d'élever le bébé, juste d'aider. Aider signifie faire du babysitting de temps en temps, ai-je rétorqué. Pas être la principale gardienne pendant que vous travaillez tous les deux à plein temps. Le visage de papa a pris cette teinte rouge dangereuse dont je me souvenais de mon enfance. Tu vis sous mon toit. Et je paie un loyer, ai-je répliqué. Je fais les courses. Je cuisine. Je fais le ménage. Je ne suis pas une profiteuse, papa. J'économise de l'argent pour déménager. Peut-être que tu devrais déménager plus vite alors, a-t-il grogné en jetant sa serviette. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, à l'exception de la radio, mais je pouvais sentir la colère émaner du siège avant comme la chaleur d'une fournaise. Le bébé est arrivé 2 semaines en avance un matin de février neigeux. La petite Harper, il l'avait nommée ainsi en l'honneur d'une influenceuse Instagram que Vanessa suivait, était magnifique, avec de minuscules doigts parfaits et le menton têtu de Richard déjà apparent. Je leur ai rendu visite à l'Advocate Christ Medical Center, apportant des fleurs et étant sincèrement heureuse de rencontrer ma nouvelle demi-sœur. Pendant un instant, en voyant son petit visage, j'ai presque fléchi. Presque. Mais ensuite Vanessa, toujours dans sa blouse d'hôpital, a levé les yeux après avoir nourri Harper et a dit « Alors, lundi matin, tu commenceras à la garder pendant que je me remets, n'est-ce pas ?» Lundi, j'ai une garde de 12 heures, ai-je dit fermement. Je te l'ai déjà dit. Richard, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est soudainement levé de sa chaise de visiteur. Fais-toi porter malade. Non. Le simple mot a résonné dans l'air de l'hôpital comme un défi. Une infirmière qui passait à même ralenti, sentant la tension. Qu'est-ce que tu m'as dit? Sa voix était basse, dangereuse. J'ai dit, non, papa. Je ne vais pas me faire porter malade. Je ne vais pas mettre mon travail en péril. Alors démissionne. J'ai ri. Un son sec et amer. Démissionner. Tu es fou? Je viens de commencer ma carrière. J'ai 50 000 $ de prêts étudiants à rembourser. Je m'en occuperai. Non, tu ne le feras pas. Je l'ai coupé. Tu me le reprocheras pour toujours, comme tu le fais avec tout le reste. Les autres visiteurs de la maternité nous regardaient fixement maintenant, mais je m'en fichais. J'en avais fini de prétendre que c'était normal. J'aime Harper, ai-je dit en regardant ma demi-sœur endormie. Elle fait partie de ma famille, mais elle est votre responsabilité, pas la mienne. C'est là que je l'ai vue. Ce regard dans ses yeux que je me rappelais de mon enfance. Le regard qui précédait le moment où il allait perdre complètement le contrôle. J'ai quitté l'hôpital ce jour-là en sachant que quelque chose de grave allait arriver. Je ne savais tout simplement pas à quel point.
De retour à la maison, l'atmosphère était toxique. Richard a cessé de me parler, sauf pour aboyer des ordres. Vanessa faisait des commentaires passifs-agressifs sur la loyauté familiale et l'égoïsme à chaque occasion. J'ai commencé à dîner dans ma chambre, les évitant tous les deux. Caleb l'a remarqué quand il a appelé de Northwestern. « Tu as l'air stressé, Serette. »« C'est juste papa qui est papa, » ai-je dit. Mais ma voix était tremblante. « Cathy, si les choses tournent mal, tu m'appelles, d'accord ? Je descendrai d'Evanston immédiatement. » Si seulement j'avais su à quel point ces paroles seraient prophétiques. L'explosion a eu lieu 3 jours après le retour de Vanessa et Harper de l'hôpital. J'étais dans la cuisine en train de nettoyer après le dîner quand Vanessa est apparue dans l'embrasure de la porte, Harper pleurant dans ses bras. « Alors, demain matin tu commenceras à la garder », a-t-elle annoncé comme si c'était déjà décidé. « Demain matin, j'ai une garde à l'hôpital », ai-je répondu calmement. Richard est apparu derrière elle comme un nuage d'orage. « Fais-toi porter malade. »« Non. »« Qu'est-ce que tu m'as dit ?» J'ai dit « Non, papa. Je ne vais pas me faire porter malade. Je ne vais pas perdre mon travail. » Alors démissionne. Je ne démissionne pas, c'est alors que 24 ans de son contrôle, de sa manipulation, de sa rage ont finalement débordé. Richard a traversé notre cuisine en 3 grandes enjambées. Sa main s'est tendue pour attraper une poignée de mes cheveux avant même que je puisse réagir. La douleur a été immédiate et choquante, comme si quelqu'un avait mis le feu à mon cuir chevelu. Espèce de petit égoïste, il a tiré fort, me déséquilibrant complètement. Mes pieds ont cherché prise sur le carrelage. « Lâche-moi. Tu me fais mal. » J'ai crié, mes mains se levant instinctivement pour essayer de desserrer sa prise, mais ses doigts n'ont fait que s'enfoncer plus profondément dans mes cheveux, obtenant une meilleure prise. Espèce de gosse ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Sa poigne s'est resserrée alors qu'il commençait à me traîner hors de la cuisine. Mes chaussettes glissaient sur le sol alors que j'étais tirée comme une poupée de chiffon. Papa, s'il te plaît. J'ai dit que je ne pouvais pas. Tu feras ce que je dis. C'est ma maison. Je pouvais entendre Vanessa derrière nous, Harper pleurant toujours dans ses bras, mais elle ne disait pas un mot pour arrêter ça. Elle regardait juste, comme si c'était un divertissement tordu. La porte d'entrée s'est ouverte avec une telle violence. J'ai entendu quelque chose craquer. Peut-être le cadre de la porte. Peut-être quelque chose en moi. L'air de février de Chicago m'a frappé le visage comme un coup physique alors que je me sentais traîner le long des marches en briques de notre Porsche. Mes genoux ont raclé contre le béton alors qu'il me tirait sur notre pelouse. L'herbe d'hiver était brune et morte, craquant sous mon poids alors qu'il me relâchait enfin. « Dégage » a-t-il hurlé, se tenant au-dessus de moi comme une sorte de monstre. « Si tu n'aides pas la famille, tu n'es pas la bienvenue ici. » Je suis restée là, sur le sol gelé, le cuir chevelu en feu, les larmes coulant sur mon visage. Derrière lui, Vanessa se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, tenant Harper, regardant simplement. Sans aider, sans intervenir, juste en regardant. « Papa !» La voix venait de la rue. La Honda Civic de Caleb entrait dans notre allée. Il avait dû descendre de Northwestern après notre appel téléphonique. Il est sorti de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. « Qu'est-ce que tu fous, bordel ?» a demandé Caleb en se précipitant vers moi. « Reste en dehors de ça » a aboyé Richard, mais mon frère m'aidait déjà à me relever, ses mains douces sur mes bras. « Ça va ? Mon Dieu, Cathy, ta tête. » J'ai touché mon cuir chevelu et j'ai senti les zones sensibles où des cheveux avaient été arrachés. Il y avait de véritables plaques chauves. « Il faut que je parte d'ici » ai-je murmuré. « Tu ne vas pas conduire dans cet état » a dit Caleb fermement, en fusillant notre père du regard. « Je l'emmène chez Taylor. »« Si elle part, elle ne revient pas » a crié Richard. « Ça me va » a rétorqué Caleb, nous surprenant tous. « Viens, Cathy. » À l'appartement de Taylor à Lincoln Park, elle n'a eu qu'à me regarder pour aller immédiatement chercher de la glace pour ma tête. « Ça a suffi. »« On appelle la police » a-t-elle dit, attrapant déjà son téléphone. « Non » ai-je dit faiblement. « Taylor, s'il te plaît. »« Cathy, il t'a agressé. Regarde ton cuir chevelu. Il te manque de vraies touffes de cheveux. » Je savais qu'elle avait raison, mais j'étais si fatiguée, si blessée, si confuse.
Je ne peux pas gérer la police ce soir. D'accord, mais on documente tout. Taylor prenait déjà des photos de mes blessures avec son téléphone. Tu pourrais avoir besoin d'une ordonnance restrictive. Caleb faisait les 100 pas dans le petit salon de Taylor, furieux. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. En fait, non. J'y crois. Il a toujours été un maniaque du contrôle, mais ça. Il paie pour Northwestern. Je trouverai une solution, a dit Caleb sans hésitation. Je ne reste pas dans cette maison après ce qu'il t'a fait. On aurait dû partir il y a des années, Cathy. Le lendemain matin, je suis allée travailler malgré la douleur qui irradiait dans mon crâne. Ma superviseure, Linda, m'a regardée pendant le changement de garde et m'a immédiatement prise à part. Chérie, que t'est-il arrivé? Sa voix était pleine d'une préoccupation sincère. J'ai craqué là, dans la salle de pause, et je lui ai tout raconté. Linda, qui était infirmière depuis 25 ans et avait tout vu, n'a pas hésité. D'abord, nous allons te mettre en contact avec notre programme d'aide aux employés, a-t-elle dit, attrapant déjà son téléphone. Deuxièmement, nous allons remplir un rapport d'incident pour tes dossiers. Et Cathy, ton travail est en sécurité ici. Prends tout le temps dont tu as besoin pour remettre ta vie en ordre. J'aurais pu pleurer de soulagement. Après des années où Richard m'avait fait sentir sans valeur, avoir quelqu'un qui me soutenait réellement était comme une bouée de sauvetage. Au cours des jours suivants, j'ai trouvé un petit studio à Wicker Park. C'était minuscule et coûtait près de la moitié de mon salaire, mais c'était à moi. Pas de Richard dictant chacun de mes mouvements. Pas de Vanessa attendant une garde d'enfants gratuite. Pas de marche sur des œufs. Caleb m'a aidé à récupérer mes affaires pendant que Richard était au travail. Vanessa regardait par la fenêtre mais n'est pas intervenue. Probablement effrayée de ce que Caleb pourrait lui dire. Elle a demandé si tu revenais pour aider avec Harper, m'a dit Caleb alors que nous chargeons ma Honda Accord. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle aurait dû y penser avant de laisser papa t'agresser. La nouvelle s'est rapidement répandue dans notre famille élargie. Ma tante Sharon, la sœur aînée de Richard, m'a appelée ce soir-là, absolument consternée. Il a fait quoi? Cathy, ma chérie, je suis tellement désolée. C'est complètement inacceptable. Tante Sharon, tu n'as pas à choisir ton camp. Si, je dois. Ta mère m'avait prévenu il y a des années que Richard empirait, mais je n'ai pas écouté. J'aurais dû intervenir plus tôt. La famille s'est divisée selon des lignes prévisibles, mais étonnamment, la plupart ont pris mon parti. La propre mère de Richard, ma grand-mère Rose, a refusé de lui parler. Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il lève la main sur les femmes, m'a-t-elle dit au téléphone, sa voix tremblante de colère. Tu es mieux loin de lui, ma chérie. Pendant ce temps, Richard et Vanessa avaient du mal sans leur système de garde d'enfants et de gestion de la maison intégrée. Leur plan parfait s'effondrait. Vanessa a dû payer pour une garderie coûteuse, ce qui a grevé leur budget. Richard était épuisé par les tétées nocturnes et les changements de couches, des choses qu'il s'attendait à ce que je gère. Il a même appelé Caleb en le suppliant de me convaincre de revenir. Ça n'arrivera jamais, m'a dit Caleb autour d'une pizza dans mon nouvel appartement. Je le lui ai dit et il s'est fâché. Il a dit que je choisissais un camp. Tu choisis un camp, ai-je fait remarquer. Et comment, le bon camp, a-t-il souri. Au fait, j'ai trouvé un travail à la librairie du campus. Entre ça et l'aide financière, je peux couvrir Northwestern sans son argent. J'étais si fière de lui pour avoir tenu tête à Richard, quelque chose qui m'avait pris 24 ans à faire. 3 mois après le début de ma nouvelle vie, je m'épanouissais. Ma superviseure m'avait donné d'excellentes évaluations de performance. Je m'étais fait des amis parmi les autres infirmières, et mon petit studio était devenu mon sanctuaire. Taylor venait pour des soirées cinéma. Caleb passait entre les cours. Et pour la première fois depuis des années, je ressentais la paix. Puis, tante Sharon a appelé avec des nouvelles qui allaient tout changer à nouveau. Je me suis assise lourdement sur mon canapé d'occasion, en assimilant les paroles de Sharon. Elle l'a déjà quitté. Apparemment, sans toi pour aider, elle a réalisé ce pourquoi elle avait vraiment signé. Un mari contrôlant et un bébé dont elle devrait s'occuper seule, a poursuivi Sharon. Elle a demandé le divorce et demande la garde exclusive d'Harper. Mais ils ne sont mariés que depuis 6 mois. Elle invoque la violence psychologique et le contrôle financier. Ça te dit quelque chose?
Ça me disait quelque chose. Trop familier. Les mêmes schémas qui avaient fait fuir ma mère. Le même contrôle étouffant qui avait régi toute ma vie jusqu'à cette nuit sur la pelouse gelée. Il y a plus, a dit Sharon. Son entreprise de construction a appris l'agression. Quelqu'un, et je ne dis pas qui, leur a peut-être envoyé des copies du rapport de police que tu as déposé. J'avais déposé un rapport sur l'insistance de Taylor, bien que je n'ai pas porté plainte. Je voulais juste une documentation au cas où Richard essaierait autre chose. Il mène une enquête interne, a poursuivi Sharon. Il s'avère qu'agresser violemment sa fille ne fait pas bonne impression quand on est chef de chantier responsable de la gestion d'autres personnes. L'ironie ne m'a pas échappé. Richard s'était toujours enorgueilli de son travail respectable, de son autorité, de sa réputation dans l'industrie de la construction. Maintenant, tout s'effondrait parce qu'il ne pouvait pas contrôler sa colère. Caleb a confirmé la nouvelle ce week-end quand il m'a rendu visite. La maison est un désastre, Cathy. Il boit plus, il tient à peine le coup. Il n'arrête pas de m'appeler, me suppliant de te convaincre de retirer le rapport de police. Je ne porte pas plainte, lui ai-je rappelé. Le rapport existe juste comme documentation. Il ne comprend pas la différence. Il pense que tu essaies activement de ruiner sa vie. Il a ruiné sa propre vie à la seconde où il a posé les mains sur moi. 6 mois après cette horrible nuit de février, je ne survivais pas seulement, je m'épanouissais. J'avais reçu une promotion au poste d'infirmière principale, j'avais déménagé dans un bel appartement d'une chambre à Logan Square, et j'avais même commencé à sortir avec quelqu'un. Trevor travaillait en physiothérapie au Northwestern Memorial, et il me traitait avec un respect et une gentillesse réelle, des concepts étrangers après des années avec Richard. Caleb excellait à Northwestern, libéré des critiques et du contrôle constant de Richard. Nous nous étions rapprochés plus que jamais, nous liant grâce à nos expériences communes et nous soutenant mutuellement dans nos nouvelles vies. Puis j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Vanessa. Ton père a perdu son travail. Le divorce est finalisé. Je pensais que tu devrais savoir qu'il est expulsé de la maison. Je ne sais pas où il loge. J'ai fixé le message, attendant de ressentir quelque chose. De la culpabilité, de la satisfaction, n'importe quoi. Mais il n'y avait qu'un vide étrange, comme si je lisais des nouvelles sur un inconnu. Ça va ? A demandé Trevor, remarquant mon expression alors que nous étions assis dans mon salon à regarder Netflix. Mon père a tout perdu, ai-je dit simplement. Celui qui ? Il a fait un geste vers ma tête où mes cheveux avaient finalement complètement repoussé. Oui. Comment je me sens par rapport à ça ? J'ai réfléchi un instant, me surprenant moi-même par ma réponse. Libre. Je me sens libre. Et j'étais libre de la manipulation, des culpabilisations, de la violence, libre de construire ma propre vie selon mes propres termes, entouré de gens qui m'appréciaient et me respectaient vraiment. 2 ans plus tard, Caleb a obtenu son diplôme d'ingénieur de Northwestern avec mention. La cérémonie était magnifique, un beau jour de mai ensoleillé à Ryan Field. Des familles célébraient, des diplômés traversaient la scène vers leur avenir. Richard n'était pas là. Nous ne l'avions pas invité. Il veut s'excuser, m'a dit grand-mère Rose à la fête de remise des diplômes de Caleb, que nous organisions dans mon nouvel appartement à Lakeview. Il dit qu'il a changé, qu'il comprend que ce qu'il a fait était mal. Tant mieux pour lui, ai-je répondu en remplissant sa tasse de café. Mais comprendre et changer sont 2 choses différentes. Je ne dis pas que tu devrais lui pardonner, a rapidement précisé grand-mère Rose. Je ne fais que passer le message. Message reçu et rejeté. Elle a hoché la tête d'un air approbateur. C'est bien ma petite fille, forte, tout comme ta mère. Maman avait repris contact après avoir appris ce qui s'était passé. Nous avions lentement reconstruit notre relation, nous liant grâce à nos expériences communes avec le comportement contrôlant de Richard. Elle était fière de moi pour lui avoir tenu tête, quelque chose qu'elle a dit qu'elle aurait aimé faire plus tôt au lieu de simplement partir. Je suis partie pour me sauver, avait-elle admis lors d'un de nos appels téléphoniques. Mais j'ai toujours regretté de ne pas vous avoir emmené, Caleb et toi, avec moi. Nous avons survécu, les jeux assurés. Et nous sommes sortis, nous aussi. Ma carrière avait prospéré au-delà de mes rêves les plus fous. Je m'étais spécialisée en soins infirmiers d'urgence pédiatrique, trouvant une profonde satisfaction à m'occuper d'enfants qui avaient réellement besoin de moi, dont les parents étaient reconnaissants de mon expertise et de ma compassion.
Parfois, je pensais à Harper, ma demi-sœur, que je connaissais à peine, en espérant que Vanessa lui offrait une vie stable et aimante, loin de l'influence toxique de Richard. Des regrets ? A demandé Taylor un soir alors que nous célébrions ma promotion au poste d'infirmière en chef dans notre bar à vin préféré de Lincoln Park. Aucun, ai-je dit fermement en levant mon verre. Il a fait son choix quand il a attrapé mes cheveux et m'a traîné sur cette pelouse. J'ai fait le mien quand j'ai refusé de revenir. Et regarde-toi maintenant, a-t-elle poursuivi. Réussie, indépendante, heureuse. Pendant ce temps, il vit avec les conséquences de ses actes. Comme il se doit, a ajouté Trevor en se joignant à notre toast. À la famille qu'on se choisit, ai-je rétorqué en regardant les gens qui m'avaient soutenu contre vent et marée. Ceux qui choisissent de t'aimer, n'est-ce pas? Alors que nous trinquions, mon téléphone a vibré. Un autre numéro inconnu, probablement Richard essayant encore une fois de se frayer un chemin dans ma vie avec une nouvelle tactique de manipulation. J'ai supprimé le message sans le lire. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester en cendres. L'homme qui m'a traîné par les cheveux pensait me punir pour avoir dit non à ses exigences déraisonnables. Au lieu de cela, il m'a libéré pour dire oui. Oui à ma carrière, oui à des relations saines, oui à une vie où j'étais appréciée pour qui je suis, pas pour ce que je pouvais faire pour les autres. Sa maison n'était plus ma prison. Son approbation n'était plus mon objectif. Sa violence avait été la clé qui a ouvert ma cage. Et je m'étais envolée loin de l'homme qui pensait pouvoir me contrôler pour toujours. Richard avait perdu son travail, sa femme, sa maison, sa réputation, tout ce qu'il appréciait. Mais en essayant de me détruire pour l'avoir défié, il m'avait offert le plus beau des cadeaux, ma liberté. Maintenant, alors que j'étais assise, entourée de gens qui m'aimaient et me soutenaient sincèrement, vivant la vie que j'avais construite de mes propres mains et par mes propres choix, j'ai réalisé la vérité. La meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de bien vivre malgré tout ce qu'ils ont essayé de faire pour vous briser. Alors, voici ma question pour vous. Si un membre de votre famille exigeait que vous sacrifiez vos rêves pour servir ses besoins, considéreriez-vous qu'il est de votre devoir d'obéir, ou auriez-vous le courage de tenir bon comme je l'ai fait? Parce que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même, et finalement pour eux, est de refuser de cautionner leur comportement destructeur et de vous éloigner vers la vie que vous méritez.